moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout été prédestiné à travailler dans l'aviation. Si tu es là devant cette personne, c'est que tu as le droit d'être là déjà. Que nous, on a une destination qui est juste incroyable. Je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi, mais jamais tu vas voir un salon sur les métiers de l'aviation. Les compagnies aériennes sont les premières vitrines d'une destination. Je suis tombée là-dedans, on va dire un peu par hasard. Énorme, c'est diversifié et tu peux découvrir plein de choses dedans. C'est le roi du pétrole, du route développement, quoi, si tu veux. Okay. Ils ont su mettre en avant le peu de choses qu'il avait. Aujourd'hui, dans Storytown, j'ai le grand plaisir d'accueillir Tatam. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour. C'est la première question que je pose généralement. Oui. Ça permet de mettre le contexte. C'est est-ce que tu peux, pour commencer, un petit peu te présenter qui tu es, voilà, comme tu te présentes dans la vie de tous les jours, quoi, en gros, tu vois. Alors, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente de partager, on va dire, mon petit parcours et on va dire mes inspirations dans ce podcast. Je m'appelle Tatam Rakoutouzaf. Je suis dans l'industrie de l'aviation et du tourisme à Madagascar. Je travaille dans l'un des plus gros groupes d'aéroports à Madagascar et nous avons cette ambition en fait de ne pas être uniquement un gestionnaire d'aéroport. On est également, on va dire, un gestionnaire d'aéroport qui a une vocation à développer l'industrie de l'aviation et du tourisme à Madagascar. Donc moi, dans cette industrie, ce que je fais concrètement, c'est vraiment d'essayer de développer l'industrie de l'aviation à Madagascar à travers nos 2 plateformes aéroportuaires, mais également en extension de développer également l'industrie du tourisme à Madagascar. Donc Madagascar, que nous connaissons, a un potentiel immense en termes de tourisme. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de défis à relever, et en fait, c'est ça mon quotidien en fait. Voilà. Ça marche, excellent. On aura vraiment bien l'occasion d'en reparler. C'est vrai que dans ton parcours, t'as eu l'occasion quand même de passer par différents types de secteurs. Hein. T'as été dans le secteur bancaire, t'as été dans le secteur des telcos, puis aujourd'hui dans le secteur de l'aviation. Est-ce que tu peux un peu, voilà, parce que bon, moi j'ai vu les infos, mais pour ceux qui n'ont pas vu les infos, tu vas juste faire un petit flashback, un peu pour nous expliquer un peu ton parcours, tu vois. Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout été prédestiné à travailler dans l'aviation. C'est pas quelque chose qui m'a parlé quand j'étais petite, bien évidemment. Quand on est petit, on te pose la question, tu veux faire quoi plus tard? Soit tu dis, soit tu veux être pilote, soit tu veux être maîtresse d'école ou quoi. Moi, je pense à aucun moment, j'ai dit, j'ai envie de travailler dans un aéroport. Et du coup, un parcours vraiment, à la base, en gros, il n'y avait pas de rêve pour bosser dedans. Après, la passion est arrivée. Pour revenir, on va dire, au début du début, moi, j'ai fait un parcours classique de secteur tertiaire, finance, commerce international. Mon premier boulot, c'était dans une banque locale. J'ai fait mes premières armes là-bas. Je suis restée pendant un peu plus de 6 ans. Après, j'ai migré dans une entreprise de télécommunications locale également. Là aussi, c'est un monde complètement différent. Alors, passer du secteur bancaire à analyser les chiffres de revenus d'une entreprise à aller maintenant vendre des réseaux internet, des connexions internet, etc. C'est tout un autre monde. Ouais. Mais voilà, je pense que c'était surtout animé par le goût du challenge et du défi, de se dire qu'on peut y arriver et que voilà, ça s'est enchaîné. Et je suis arrivée dans l'industrie de l'aviation il y a 5 ans maintenant. Et je suis également tombée là à cause d'un défi aussi, un challenge. Mon boss du coup actuel avait mis le plateau devant moi en me disant, voilà, c'est un plateau vide, va falloir que tu le remplisses. Donc clairement, moi j'avais mon taf dans une entreprise de télécom, ça marchait très bien, j'étais entre guillemets un peu pépère quoi. Et puis là, je me suis dit, ok, si je fais ça, ça va être pendant 6 mois, j'ai pas de vie. Parce qu'il faut que j'apprenne très vite, que je fasse mes preuves. Il faut que ça marche. Parce que, quelque part aussi, c'était un gros défi de monter tout ça toute seule, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Et puis, c'est comme ça que ça s'est enchaîné, voilà. Okay. Moi, je veux te demander justement par rapport à ça, tu vois, comment est-ce que quelles sont selon toi les qualités, tu vois, requises pour pouvoir s'adapter et performer rapidement
dans un nouveau secteur. Je pense que ça peut être hyper utile, tu vois, pour l'audience qui nous écoute, parce que à un moment donné, on arrive tous dans une nouvelle organisation, et là la question c'est qu'est-ce que je fais et comment je le fais, tu vois. Ouais. Moi, ça a surtout été le goût du challenge, la première chose, et la deuxième chose, c'était la peur de l'échec. Ah oui. ça booste ça aussi. Oui, c'était la peur viscérale, vraiment, je te dis, de l'échec, parce que je me suis dit, tout le monde m'attendait au tournant. Moi, je venais d'une industrie qui n'avait rien à voir avec l'aviation, de un. Et de deux, c'est un secteur qui est très international, en fait. Donc, il faut que par exemple, que tu parles bien l'anglais, que tu fasses tes preuves auprès de tes pairs à l'international, que vraiment que tu montres ce que tu as dans le ventre, quoi, que tu te dises que tu vaux pas moins qu'eux, tu vois. Donc c'est vraiment la peur de l'échec et le coup du challenge. Bon, parfois peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais in fine pour moi c'était ces deux choses-là. Et comme je te disais tout à l'heure, je me disais pendant 6 mois je vais pas avoir de vie parce qu'il va falloir que je bûche, que je m'investisse personnellement à étudier. Et le secteur de l'aviation, c'est pas un secteur facile, c'est très très technique. Et le pire, c'est que tu peux demander à personne parce que on attend de toi que toi tu montres aux gens. Ouais. Et donc, tu peux demander à tes homologues, mais ils sont à l'international, ils sont pas là tous les jours à te dire ouais, vas-y, fais ceci, machin, non. Donc, tu ne peux compter entre guillemets que sur toi-même. Wow. C'est ça en fait qui m'a motivée en disant ok, j'ai pas le droit à l'erreur, il fallait vraiment que je fonce. Et c'était vraiment ça. Et aussi l'adaptation. Pour être très honnête, à un moment donné, au début, j'avais aucun collègue, tu vois, friendly dans l'entreprise parce que je passais mes pauses café à travailler, à étudier, machin, etc. Ça peut sembler très geek comme ça, mais voilà, c'est comme ça en fait que. Et le pire aussi dans l'histoire, c'est que je me souviendrai toujours de ce moment-là. Ouais. La première fois, en fait, dans le métier que je fais, on est amené à voyager beaucoup. On fait des salons sur l'aviation. Tu vas dans des forums pour aller prospecter de nouvelles compagnies aériennes. Tu vas aller aussi parler aux gens de l'industrie du tourisme. Mon premier forum sur l'aviation, j'arrive dans le salon, il y a 90%, c'est que des hommes. C'est que des hommes blancs, 1m90. Et moi, je fais pas 1m90. Et je suis pas blanche et je suis une femme. Donc, faire un meeting professionnel devant des personnes comme ça la première fois, voilà, tu te sens tout de suite, voilà, c'est un peu stressant, c'est beaucoup de pression. Ouais. Donc, c'est un peu tout ça qui fait qu'il faut que tu t'adaptes vraiment vite et que tu te dises, voilà, tu développes un peu, quoi. Voilà. Et tu vois, ça, je pense, c'est hyper intéressant, genre, au moment où justement tu dois prendre la parole devant ces personnes-là, mentalement, est-ce que tu arrives à te rappeler un peu ce que tu te dis à toi-même pour arriver justement à surmonter cette part-là? Parce que déjà, de un, parler en public, il y a très peu de gens en vrai à la base qui sont à l'aise avec ça. Ouais. Et en plus de ça, dans un contexte où effectivement, d'une certaine manière, tu peux peut-être te sentir un peu seul, tu vois. Oui. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Moi, mon analyse personnelle de on va dire ce genre de complexe entre guillemets, quand tu es devant quelqu'un, que ce soit en rendez-vous professionnel ou à l'international, local, etc., c'est vraiment la légitimité de se dire, si tu es là devant cette personne, c'est que tu as le droit d'être là déjà. Donc, tu es légitime dans ton poste, dans tes fonctions, dans les compétences que tu as, c'est que tu es légitime. À partir du moment où tu te dis ça, je pense que les choses sont un peu plus simples. Après, il y a des gens qui me connaissent, vont me contredire peut-être, mais moi, je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi. Ah, spoiler alerte. Bon, dans les commentaires, ceux qui la connaissent, dites-nous. Je suis quelqu'un qui a très peu confiance en moi, mais en fait, c'est vraiment la peur de l'échec et après la légitimité de se dire que je suis légite dans ce que je fais, qui font que j'arrive à dire mes mots, à négocier, au début à parler anglais, voilà, c'est tout un challenge aussi, mais voilà, c'est vraiment cette légitimité que tu te dis dans ta tête, voilà, j'ai le droit d'être là, cette personne est là pour m'écouter, ça veut dire que ce que j'ai à dire, c'est important, ça peut l'intéresser, déboucher sur des perspectives professionnelles intéressantes pour son entreprise, donc voilà. Qu'est-ce qui fait que tu penses que les gens qui te connaissent et qui te fréquentent ne seront pas d'accord avec ce que tu dis? Parce que je donne l'image du contraire.
apparemment. Ok. Mais en fait, quelque part aussi, c'est un peu pour c'est un peu pour masquer entre guillemets, parce que bon, si t'as les mains moites, tu rougis, voilà, ça marche pas. Après tout, finalement, on est la plupart du temps sur une discussion pro, donc ce serait pas hyper voilà. Donc t'as une posture quoi en fait qui fait que fait que elle a l'air hyper assurée. Okay. Mais en fait à l'intérieur c'est ça me fait penser à l'expression anglaise qui dit fake it till you make it. Exactement. Tu vois, c'est exactement ça. Ok. Et justement le domaine de l'aviation, tu le disais tout à l'heure, hein, c'est, enfin, en tout cas, les premiers contacts que toi tu as eu dans le monde de l'aviation, surtout à l'international, c'est, t'as eu une perception d'un monde qui est très masculin, avec peu de femmes impliquées dans le domaine. Est-ce que déjà aujourd'hui, t'as toujours cette même perception? C'est toujours le cas, oui. Ouais, ok, d'accord, très clair. Et est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être dû à un éventuel manque, par exemple, d'informations sur le domaine? Parce que tu vois, en vrai, peut-être que c'est juste, en fait, si je prends le cas de Madagascar, par exemple, les jeunes filles à Madagascar, peut-être qu'elles sont pas au courant que il y a des trucs à faire, quoi, tu vois. Exactement. Je pense que c'est vraiment le manque d'informations et peut-être d'ouverture et d'outils qui nous permettent de s'informer sur ça, notamment les jeunes. Aujourd'hui, tu as plein de salons sur les études supérieures, mais jamais tu vas voir un salon sur les métiers de l'aviation, etc. Alors que le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase où les personnes qui avaient cette expertise commencent à partir à la retraite. Dans 10 ans, il y aura très peu de personnes qui auront, par exemple, les capacités techniques pour réparer un avion, pour faire voilà la partie vraiment très technique. Et parallèlement aussi, je pense aussi l'information des enfants dans l'éducation, etc. On n'a pas ça aujourd'hui. Moi, mon parcours, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un parcours classique. Je suis tombée là-dedans, on va dire un peu par hasard. Mais après, j'ai découvert que le monde de l'aviation, c'est un monde immense. Il n'y a pas que être pilote ou être steward, être hôtesse de l'air. Aujourd'hui, dans l'aviation, déjà, il y a plein de métiers commerciaux. Il y a plein de métiers de financiers. Nous, par exemple, moi, je travaille dans une direction où on fait tout ce qui est développement de trafic aérien. Donc, c'est en fait être commercial, mais pour un aéroport. C'est-à-dire que tu vas aller vendre une destination et ton boulot, ça va consister à faire en sorte que le trafic de tes aéroports augmente. C'est ça, en fait, le business model. C'est-à-dire que plus tu auras de passagers et plus ton aéroport va grandir. Et comment tu fais ça? Tu vas aller faire des études de marché, des études de ligne, de route aérienne. Qu'est-ce qui marche pas? Tu vas aller analyser un petit peu aussi le comportement de tes passagers. Où est-ce qu'ils vont? Ils viennent d'où? Et là, tu vas commencer à se dire, OK, voilà le profiling de la compagnie aérienne qu'il me faudrait. Et après, tu vas faire des études vraiment de marché poussé pour se dire, est-ce que cette route, on appelle ça une route aérienne, cette route, elle va marcher? Et comment est-ce que tu fais ça? Tu fais des analyses vraiment statistiques. Tu dis à quel point est-ce que la route va être simulée, c'est-à-dire qu'il y aura combien de gens qui vont venir si la route existe. Est-ce que c'est viable pour faire 2 fréquences par semaine, 3 fréquences, 4 fréquences? Et tout ça, en fait, c'est de la technicité. Et pour revenir à mon sujet de l'information, c'est que il y a des métiers comme ça où on t'apprend pas à faire ça, mais tu peux avoir les capacités de le faire si tu fais, si tu as les bonnes informations, si tu as les bonnes orientations. Par exemple, si tu es passionné d'aviation et que tu n'aimes pas forcément les avions, techniques, moi personnellement, je suis pas une hyper calée, par exemple, avec tous les modèles d'avions qui existent, mais tu peux avoir des compétences qui peuvent servir également à l'industrie. Et encore plus si tu es une fille. Moi, je voudrais transmettre le message aujourd'hui que moi, à la base, j'avais pas de rêve. J'avais pas le rêve de travailler dans l'aviation. Sauf que, quand tu arrives là, tu découvres, et c'est là que la passion naît. Et en plus de la passion, je me suis également découverte une vocation patriotique. Parce que à Madagascar, le domaine de l'aviation et du tourisme, il y a beaucoup de choses à faire. Et il nous manque des compétences aujourd'hui pour être dans la continuité demain. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et si on avait plus de jeunes qui seraient sensibilisés à cette industrie-là, pas uniquement pour aller faire des études de pilote, je pense qu'on aurait une industrie qui grandirait nettement plus. Et l'aviation aussi, c'est, comme j'ai dit, le patriotisme parce que et le tourisme, parce que nous, on a une destination qui est juste incroyable. Le potentiel est immense. Il y a tellement de choses à faire dans cette industrie.
Et si on peut communiquer sur ça auprès des jeunes, ce serait juste formidable. Et encore plus auprès des filles. On avait parlé tout à l'heure du sujet du genre dans les forums, etc. C'est une industrie qui est tout à fait accessible aux filles aujourd'hui. Même s'il y a dans certaines régions, comme au Moyen-Orient, par exemple, ça va être un peu plus limité. Aujourd'hui, le domaine de l'aviation, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de métiers qui s'exportent à l'international. Tu peux faire ce même métier dans d'autres pays, dans un autre aéroport, dans une autre compagnie aérienne. Et après, pourquoi pas revenir, prendre de l'expertise et revenir ou rester. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire en fait en dehors d'être juste dans une compagnie aérienne dans ce domaine-là. Genre par exemple là, si jamais, imaginons, tu vois, on est devant un public de lycéens, ils sont en première, terminale, allez, même pourquoi pas peut-être déjà début année universitaire. Ce serait quoi par exemple, allez peut-être deux métiers par exemple, tu vois, donc à part pilote, steward du coup et hôtesse, parce que ce sont des métiers déjà qu'on a l'habitude un peu de voir, que tu conseillerais par exemple, toi qui es dans l'industrie, tu vois, tu leur dirais quoi par exemple? Tu leur dirais je sais pas, est-ce que oriente-toi sur tel job et développe telle compétence, tu vois, ça serait quoi? Alors ça dépend de ce que les jeunes aimeraient aujourd'hui. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime le digital, il y a beaucoup de métiers dans le digital marketing pour le tourisme, par exemple. Tu peux lancer des campagnes pour le tourisme, pour développer une destination, faire une stratégie marketing pour faire marcher une destination qui est très peu connue, par exemple. Et dans cet environnement-là, tu vas aller, par exemple, approcher des professionnels du tourisme pour leur dire, voilà, comment est-ce qu'on peut marketer cette destination-là, faire des campagnes publicitaires, des campagnes marketing très ciblées. Tu peux aller travailler sur des études de marché, de profils de consommateurs, de pays divers et variés. Il y a de tout, en fait. Si tu es plus, on va dire, quelqu'un qui aime les chiffres, tu peux aller devenir ce qu'on appelle un route développeur. Et tu vas aller faire des analyses statistiques sur une route pour une compagnie aérienne. Tu vas aller travailler dans ce qu'on appelle le network planning. En fait, c'est les gens qui vont déterminer quelles sont les routes les plus profitables pour la compagnie aérienne. Donc, les gens, ils vont aller étudier leurs stats, etc. Et après, ils vont étudier qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, faire des études de coûts, voilà, toutes les charges aéroportuaires, etc. Si tu es quelqu'un qui aime plus, on va dire, t'es un technicien, tu peux travailler dans le handling, c'est-à-dire tous les gens qui s'occupent des avions, là, par exemple, les techniciens. Donc, tu peux aller faire ça aussi. Si tu aimes la mécanique, tu peux être mécanicien dans les avions, faire de la maintenance d'avions. Voilà, c'est... Excellent. Wow. Et tout ça, tu peux le faire partout dans le monde. C'est vrai, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est des jobs où tu as une perspective, si ça t'intéresse, ou après tu peux voyager, découvrir de nouveaux horizons. Exactement. En fait. Et malheureusement, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, cette comment dire, cette ouverture d'esprit de se dire qu'on peut rêver d'un avenir où on a une vue d'ensemble sur tous les horizons du monde, en fait, et découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de travailler. Parce qu'en fait, chaque compagnie aérienne, par exemple, c'est très spécifique. Hein. Chaque compagnie a une stratégie particulière. Que ce soit toutes des compagnies de hub ou des compagnies de ligne, elles vont avoir une stratégie différente. Et en fait, tu apprends. De hub ou de une ligne, compagnie. Oui. Par exemple, si c'est une compagnie qui fait un gros hub. Ok, donc juste pour tu peux expliquer un peu peut-être. Donc par exemple, tu es une compagnie qui n'a pas forcément de trafic en interne et tu vas être juste un hub, c'est-à-dire que tu vas ramener des gens qui vont transiter à chaque fois d'un point à un autre. La stratégie est différente pour ces compagnies-là. Tu vas aussi avoir des compagnies qui vont avoir un trafic qui voyage beaucoup en local. Ça aussi, c'est des stratégies différentes. Donc tout ça, en fait, font que c'est énorme, c'est diversifié et tu peux découvrir plein de choses dedans. Il faut juste que la personne trouve, en fait, c'est quoi ses capacités et qu'est-ce qu'elle veut faire dans cette industrie. Si tu n'aimes pas voyager, tu as aussi des métiers qui restent on ground, hein. Tu peux travailler dans un bureau et faire avancer les choses sur ton desk tous les jours sans avoir à bouger. Donc voilà. Mais d'ailleurs, justement, parlant de voyage, toi, tu as sûrement eu l'occasion déjà de participer à différents forums, ateliers, ou à faire des visites dans plusieurs pays. C'est quoi un peu la destination qui t'a quand même bien marqué Alors, si c'est en Afrique, je dirais Cape Town. Cape Town, allez sur Google, vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'ils font.
En fait, Cape Town, c'est un peu un mini pays dans le pays. Ce qu'ils ont réussi à en faire, en fait, c'est une synergie de tous les opérateurs qui a fait que tout le monde a mis de l'argent sur la table. Les entités privées, gouvernementales, ils ont créé une entité spécifique qui fait que du développement économique et incluant l'aérien. Et ce qu'ils ont réussi à faire est juste phénoménal en fait parce que ils ont réussi à mettre en avant vraiment tous les produits qu'ils avaient. Ils ont des montagnes, ils ont des mers, ils ont la mer, ils ont des lacs, ils ont aussi du wild. Et ben nous aussi du coup comme par hasard. Tiens. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui est hyper inspirant. Hein. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que avec tout ça, ils ont mis ensemble les efforts. Ils ont dit allez go. Ils ont marketé. Même aujourd'hui, Cape Town, c'est pas aussi marketé, on va dire, sur le digital que Maurice, hein, par exemple. Mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est le B2B, en stimulant les investissements, en créant des infrastructures d'hébergement routières. Vraiment, la synergie du secteur a fait que ça marche aujourd'hui. Et Cape Town, en fait, l'aéroport, c'est depuis X années, je ne saurais plus combien d'années te dire, c'est toujours la meilleure destination dans l'industrie de l'aviation en Afrique. Okay. Parce que ce qu'ils font en termes de marketing aéroportuaire est juste phénoménal. C'est le roi du pétrole, du route développement, quoi. Ah si tu veux. Ok. La vraie référence, quoi. C'est vraiment la vraie référence. Ouais. Et on gagnerait beaucoup à s'inspirer de ce modèle-là. Ok. Et pour vivre aussi, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas trop mal. On a vu pire. Ouais. Et à l'international, au-delà de l'Afrique, est-ce que t'as des endroits où t'as vu que quand même vraiment là aussi... Tu vas être choqué, mais c'est l'Inde. Ah oui, j'avoue que je m'attendais à beaucoup de trucs, mais l'Inde, j'avoue, j'ai pas vu venir. Ce qui m'a, on va dire, interpellée en Inde, ils ont à peu près la même culture que nous. Ils sont très nombreux aussi, hein. Oui. Entre autres choses. Mais ce qui m'a interpellée, c'est que ils n'ont pas non plus on va dire, une richesse naturelle énorme. Ils n'ont pas des plages magnifiques partout comme chez nous. Mais ils ont su mettre en avant le peu de choses qu'ils avaient. C'est-à-dire la culture, le yoga, et voilà, le fait qu'ils ont beaucoup de main-d'œuvre. Donc, les mecs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont mis en avant tout ça. Ils ont travaillé vraiment sur le marketing de la culture. Et aujourd'hui, les gens viennent en Inde pour visiter des temples. Ouais. Et quand tu viens là-bas, on dirait que tu es à Digo. Hein. C'est dans les destinations comme Goa, par exemple, qui est une destination balnéaire. Mais tu as 10 millions de passagers qui viennent tous les ans. Donc, quand même, hein. Nous, on en fait 1,3 million pour info. Ok. Ah oui. Mais du coup, j'imagine là-bas, ça doit marcher fort quand même les vols intérieurs. Oui, justement, tu vois, mettre en avant des infrastructures qui permettent à la fois aux locaux et aux internationaux de voyager. Et tu vois, ça, c'est vraiment un challenge que j'espère on arrivera à relever un jour, de pouvoir faire voyager aussi les Malgaches, parce que on a un pays magnifique, mais si on n'a même pas les moyens de nous permettre de découvrir notre pays, ce serait un peu dommage. Et demain, si on a des infrastructures en termes d'aérien qui nous permettent de faire ça, ce serait génial. Aujourd'hui, on a un transporteur national, mais on a plein de compagnies aériennes qui viennent fider en fait la partie domestique. Ça, c'est déjà pas mal. Mais après, il y a aussi la partie un peu locale. Donc nous, ce qu'on essaie vraiment de faire aujourd'hui, c'est de faire aussi, de travailler avec les compagnies aériennes locales pour qu'il y ait des packages qui permettent aux Malgaches de voyager. Et on essaie d'ailleurs, on a lancé ça cette semaine. Hein. Ok. L'épisode est tourné le 19 septembre, je crois. Et qui permet justement aux gens de voyager, de réserver un peu plus tôt, de profiter en fait de leur pays, hein, leur propre pays. Et nous, c'est aussi une des choses qui m'a passionnée dans l'industrie, cette vocation patriotique, parce que tu sais très bien que tu pars d'un point A et tu peux arriver à un point B et que ça peut marcher. Maintenant, il y a beaucoup de choses entre, voilà. Voilà. Ouais. Entre le point A et le point B que tu dois travailler. Ouais. Et là, tu me corriges, hein, mais donc dans la campagne qu'on a pu voir récemment sur les réseaux sociaux avec les créateurs de contenu étrangers qui sont venus à Mada, vous étiez impliqués dedans, c'est bien ça? Hein? Oui. Ce que tu peux nous partager, tu vois, nous expliquer un peu comment ça se passe, parce qu'en vrai, je pense que le tourisme, c'est en tout cas aujourd'hui l'un des seuls secteurs, je pense, où on a fait venir des gros créateurs de contenu pour justement faire la promotion de la destination.
Donc justement, je suis curieux de savoir, tu vois, ça se passe un peu comment, tu les sélectionnes comment, tu vois, c'est comment était un petit peu leur séjour ici, tu vois. En fait, c'était une idée de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire les choses différemment. Nous, à la base, mon travail, c'est d'aller chercher du trafic aérien. Mais comme on a un aéroport qui est 100% une destination touristique, on doit travailler plus sur la partie tourisme. Maintenant, en faisant quelques calculs vite fait, on s'est dit, on manque peut-être de notoriété sur certains marchés cibles. Pour attirer ces gens-là, il faut qu'ils connaissent d'abord. Donc nous, on travaille principalement à la fois sur le secteur B2B et B2C. Sur le secteur B2B, on va travailler les compagnies aériennes, on va travailler les professionnels du voyage, agences de voyage, etc. Mais sur la partie B2C, on n'avait pas grand-chose. En fait, nous, en tant qu'aéroport, on va dire. Hein. Donc là, on s'est dit, tu vas rigoler, mais j'ai scrollé sur Instagram. Ouais. L'inspiration est venue de là. J'ai scrollé sur Instagram, j'étais en recherche d'influenceurs qui faisaient du voyage, influenceurs voyage, qui venaient de France, d'Italie, Espagne, etc. Et je disais à ma chef de projet, voilà, regarde, tu vois, je lui ai envoyé les profils à chaque fois. Mais en fait, à la base, on n'avait pas d'outils pour le faire. Mais on s'est dit, vas-y, c'est une idée, on teste et tout, quoi. Donc, on est allé faire ça. On a commencé à contacter des influenceurs. On leur a écrit. La chance, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais ça s'est bien passé. Et justement, c'est ça, ce qui est bien, c'est que Madagascar est dans une trend qui commence à être connue, en fait. Et les gens connaissent, mais ils sont curieux de savoir comment c'est au fond quand tu es vraiment, parce que quand tu tapes sur Google, tu peux avoir à la fois un mec qui s'est fait, tu peux avoir les belles plages de Hirans. Donc, tu te dis, et heureusement, les influenceurs, du voyage, ils sont, aventureux. Donc, ils aiment bien après découvrir, ils sont curieux. Heureusement pour nous. Et, et du coup, ce qu'on a fait, c'est que voilà, on les a contactés, ils sont arrivés, on a organisé les séjours, on est devenu un peu une petite agence de voyage à 2 personnes en créant des circuits, machin, et franchement, on était très contents du résultat parce que ça fait le bruit escompté. Nous, on n'est pas des professionnels du marketing digital ni quoi, on n'a pas la prétention de faire la promotion de la destination aussi bien que les offices, etc. Mais en tout cas, c'est un premier pas pour voir. C'est une contribution au secteur. Exactement. Et c'était aussi l'idée, c'est d'innover un petit peu, de sortir du cadre et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour cette industrie du tourisme sur lequel il faut qu'on fasse des choses pour un peu, c'est même pas se démarquer, pour avoir des résultats vraiment et pour gagner en notoriété. Et franchement, les influenceurs, ils étaient agréablement surpris. De la destination, ils s'attendaient pas à voir ça. Franchement, on est très contents du résultat. Il y en a même qui sont revenus cette année. Ça c'est bien, ça fait plaisir, ça. Il y en a même qui sont revenus dès cette année. Ok. Mais on a les Espagnols aiment bien destination Mada. Moi, je sais pas, la France, l'Italie, je savais un petit peu, mais oui. Espagnols, il y a quand même. Les Espagnols, si tu veux, c'est un peu un marché émergent pour des destinations comme Nosy-Bé. Alors, pour expliquer un petit peu comment nous, on traque un peu c'est quoi les marchés, c'est que tu vas aller, c'est simple, hein, tu vas aller comparer avec des destinations similaires comme le Zanzibar. Ok. Zanzibar, oui. c'est l'explosion. Moi, je suis pas encore allée à Zanzibar, mais j'espère un jour. Mais voilà, on n'a rien à envier à Zanzibar aujourd'hui. Et là-bas, tu as de tout. D'ailleurs, on parle de l'Espagne, mais récemment, à Madagascar, on a ouvert, je sais pas comment c'est une nouvelle route. Oui. Du coup, bon, je le mentionne parce que quand même c'est quand même un big step, je pense quand même. Oui. Tu as pris part justement aux étapes qui ont amené justement l'ouverture de cette route vers les Émirats Arabes Unis. Ouais. Bon, ma première réunion avec eux, c'était en 2019. Ok. Il y a 5 ans. Ça a pris 5 ans. Clairement. Ouais, ok. Bon, après, dans cette industrie-là, clairement, en fait, quand tu vas dans un salon pour présenter ta destination à une compagnie, elle en a 36 000 qui font la queue aussi, hein. Donc, toi, il faut que tu te démarques en te disant que tu en vaux la peine. Parce que quand la compagnie vient, elle investit, elle met de l'argent pour marketer ta destination. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que peu de gens le savent, en fait. Les compagnies aériennes sont les premières vitrines d'une destination. Quand une grosse compagnie vient, elle va faire un tapage partout parce qu'il faut que la route marche.
Et elle doit s'appuyer que sur elle-même pour faire ça en général. Bien sûr, parfois il y a des collaborations avec des offices, etc. Mais si ça marche pas, elle ferme. Hein. Donc la route est pas profitable. Elle était hyper quali d'ailleurs la vidéo là qu'ils ont faite. Franchement, hein. j'ai vu, elle a bien marché sur les réseaux. Et du coup, dans cette étape-là, nous on avait eu notre première discussion en 2019. Et à l'époque, on présente ce qu'on appelle un business case. Et dedans, tu expliques pourquoi la destination va marcher, parce qu'il y a de la demande, voilà comment est-ce que ça va évoluer pendant la première année où c'est lancé. La compagnie va avoir tel X nombre de passagers. C'était bien. 2020, ils se disent en 2019, OK, ça a l'air d'être bien, on va étudier, je pense qu'on va lancer en 2020. Sauf que Covid. Et donc, cette campagne... Et le problème, c'est que cette compagnie-là, pendant le Covid, justement, elle avait à la fois un problème de flotte, parce qu'elle devait renouveler sa flotte, plus le Covid. Et elle avait un petit peu de mal à retrouver vraiment son réseau. Elle a retrouvé son réseau que vers... même maintenant, il y a encore quelques routes qui ne sont pas encore retrouvées. Mais voilà, elle a dû changer sa stratégie, en fait. Et il y avait aussi un gros sujet sur la rentabilité après le Covid. Avant, les compagnies aériennes, elles pouvaient lancer une route qui marchait pas, mais qui était stratégique pour elles. Donc, il fallait de la présence juste, même si ça marchait pas, voilà, il fallait être là. Après le Covid, c'était différent, il fallait absolument de la rentabilité. Nous, on est une destination qui a un fort potentiel, mais voilà, la compétition est énorme. Et on a aussi ouvert un peu tardivement les frontières par rapport aux autres destinations. Du coup, quand les autres avaient déjà retrouvé leur niveau de 2019, nous, on était encore à 70%. Donc, tout ça a fait que, au niveau de la compétitivité, il fallait vraiment faire quelque chose. Et au fil du temps, donc nous, on les voit tous les ans, 2 fois par an, on va les voir, on va à Dubaï pour voilà. C'est quoi les news il faut réchauffer la relation parce que sinon elle t'oublie la compagnie en fait, parce qu'elle a 36 000 destinations devant elle et en plus il y en a qui offrent de l'argent. Ah en plus oui. Parce que il y en a qui disent venez, je vous paye tous vos charges pendant 3 ans, mais vous venez chez moi. Oui, parce que ça a pris derrière que il y a un retour forcément sur investissement. En fait, exactement. Et il y en a qui font ça. Donc, toi, à un moment donné, tu dois être compétitif aussi d'une quelconque manière. Et du coup, après des discussions, etc., au mois de novembre l'année dernière, on se revoit encore et ils disent « Ah, c'est bientôt. » OK, sans forcément préciser. Et puis, ils commencent à venir après, pendant le mois de cette année, ils commencent à venir pour visiter l'aéroport, regarder un peu au niveau sécurité. Et après, on commence à parler de la partie vraiment marketing, comment ça se passe, etc. Et en fait, en général, quand une compagnie commence à venir et faire on appelle ça des site visits, pour découvrir un peu les infras en place, c'est plus ou moins déjà bon. Donc après ça, heureusement qu'il y a eu des petits coups des leviers qui ont fait que voilà. Mais voilà comment ça marche en général. Ok, excellent ça. Et donc du coup toute la partie un petit peu calcul fréquence, parce que je crois qu'ils sont en 4 fréquences hebdomadaires, je crois. C'est un peu comme le travail que toi tu fais, tu vois, où ils font les calculs, etc., estimation. En fait, chacun fait ses calculs. Nous, on fait nos calculs. Après, eux ici, ils doivent les corroborer, parce qu'ils croient pas tout ce qu'on dit. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a avec un certain nombre de passagers où tu peux avoir un certain nombre de fréquences, 2-3 par semaine, avec le module d'avion qu'ils ont. Si tu arrives à faire ça, c'est déjà plus ou moins bon. Bon, en vrai, franchement, j'ai vu 4 fréquences hebdo quand même, franchement, ça donne on peut espérer de belles perspectives, je pense, franchement, c'est pas mal. Alors, pour l'instant, c'est une route via, mais demain, ce sera une route directe, ce sera encore plus, je pense que ça va encore plus cartonner. Ah, ok, parce qu'il y a l'ambition, du coup, en fait, de faire, ok. Oh, excellent, waouh, c'est après, bon, ça. La sensibilité aussi de l'industrie de l'aviation, et pour une destination comme Madagascar, c'est que tu as plusieurs compagnies, on va dire, de connexion qui vont faire des hubs. On n'en a pas qu'une aujourd'hui, on en a pas mal. Donc, derrière aussi, c'est tout un travail pour la partie promotion de la destination, parce que déjà, les gens ne viennent pas à Madagascar pour être à Tana, pour rester à Tana. Ils veulent découvrir Morondava, le sud, etc., Nosy-Be. Donc, il y a aussi un gros travail de promotion à faire derrière, d'infrastructure en termes d'hébergement, les routes, la professionnalisation aussi des métiers du tourisme pour qu'on ait des gens qui parlent français, anglais, espagnol, arabe, chinois, tout ce que tu veux. Et il y a aussi tout ce travail-là qui vient derrière. Donc,
parce que si la compagnie vient et qu'elle se rend compte après qu'elle n'arrive pas à remplir, soit les autres vont, ou bien qu'elle va cannibaliser, soit les autres vont réduire leur capacité, soit ta nouvelle compagnie va se barrer au bout d'un an et tu auras fait tout ça pour rien. Ça serait trop Donc, dommage. Donc, il faut aussi s'assurer, en fait, qu'il y a du trafic qui est, le flow est partagé dans tout le pays. Il y a aussi un autre sujet qui est le transport de marchandises, du coup, le cargo. Cargo, oui. D'ailleurs, pour tous les opérateurs qui regardent cet épisode, je vous encourage vraiment à explorer les opportunités d'exportation vers ce marché-là parce que, en fait, aujourd'hui, c'est une destination où il y a beaucoup de choses à exporter. Nous, on est riche en fruits, fruits et légumes, épices, etc. Je pense que tout le monde sait ça très bien. Et là, il y a une vraie opportunité aussi de travailler sur ça, tout autant que les autres compagnies. Mais voilà, je parle de la destination en elle-même. Ouais, excellent. Et d'ailleurs, on en parle, mais j'ai vu, c'était il y a peut-être 3 jours, je crois, où justement ils ont lancé un appel à candidature pour recruter justement hôtesse, steward et personnel dans la relation client, je crois, un truc comme ça et tout. Je dis, c'est lourd, parce qu'en plus, je crois, alors si j'ai bien compris, faut me corriger si j'ai tort, mais que les personnes qui sont recrutées, bon, bien sûr, seront formées, mais qu'elles résideront en fait là-bas. J'ai vu revenus free of tax ou un truc comme ça, pas imposable ou je sais plus quoi. Franchement, c'est pas mal du tout ça. Justement, c'est ça les impacts économiques de l'arrivée d'une grosse compagnie aérienne comme ça. En fait, la compagnie, elle va déjà marketer ta destination. Elle va ramener du revenu à toute l'industrie de l'aviation et du tourisme. Aujourd'hui, un touriste qui arrive à Madagascar, il va faire vivre au moins 5 personnes. Il va faire vivre l'aéroport, le restaurateur, l'hôtel, le taxi, la compagnie aérienne et tous les revenus indirects qui sont autour. Il y a aussi ce qu'on appelle les handlers, donc les gens qui s'occupent des avions. Tu vas avoir aussi les guides touristiques. Tu vas avoir aussi l'artisanat parce qu'ils vont acheter des souvenirs. Ça, c'est la partie que tourisme. Sur la partie business, tu vas également avoir un flot d'investissements qui vont arriver parce que quand les touristes arrivent, s'il n'y a pas suffisamment d'hôtels, il faut qu'on construise. Et les gens vont trouver des opportunités d'investissement et avec l'investissement vont venir les emplois. Donc, du coup, la compagnie qui arrive, la création d'emplois. Il y a aussi l'upscale des compétences locales parce que des gens qui travaillent pour une grosse compagnie comme ça, elles vont être formées pendant 3 semaines au siège. Elles vont découvrir autre chose. C'est vraiment un horizon complètement différent et donner des opportunités qu'on n'aurait pas forcément dans d'autres industries. Et c'est ça, en fait, l'impact d'une compagnie aérienne qui arrive à Madagascar. Et c'est un vrai investisseur, en fait, les compagnies. Et c'est ce que je milite toujours en disant, il faut qu'on encourage le développement de l'aviation parce que c'est une industrie qui est fragile, mais qui permet de créer vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Tout ce que je t'ai dit là, en fait. Et comme nous, on est une destination qui se prête vraiment à tout ça, le tourisme, les investissements économiques, etc. Voilà, c'est... banco, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Alors, on est déjà plus ou moins sur la fin de notre discussion, mais j'ai encore quelques questions. Déjà, la première, ce serait peut-être de savoir aujourd'hui quand tu vois ton parcours, ce que t'as pu accomplir, est-ce que tu es encore et avec la perspective de ce que tu souhaites accomplir plus tard, est-ce qu'il y a des choses éventuellement que tu ferais différemment ou est-ce qu'il y a des leçons particulières de vie, tu vois, que tu as retenues et que tu penses qui te permettront d'aller encore plus loin dans l'aventure? Ouais. Pour être honnête, je me dis que j'aurais encore pu faire plus. Ah ouais? Oui. Je me dis que j'aurais pu encore faire plus. Et je dirais pas que c'est des leçons, mais je pense que c'est plus la continuité de l'apprentissage dans cette industrie. En fait, aujourd'hui, si on me dit demain va travailler dans une autre industrie, je pense que j'aurais pas forcément envie. Ah ouais, hein. Parce que je me dis il y a tellement de choses à découvrir encore et à faire. Pour ne citer par exemple que si tu es dans l'industrie de l'aviation, il y a plein d'organismes aujourd'hui comme IATA, des associations d'aéroports. C'est encore un autre domaine aussi que tu peux apprendre, où tu peux apprendre. Il y a aussi le côté un peu international, pourquoi pas. Il y a aussi un peu le domaine du tourisme à lui seul aussi. C'est un secteur aussi qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et tout ça font que demain, si je devais
faire les choses serait encore d'aller encore plus loin, je pense. Et c'est pas tellement les leçons, mais de se dire comment faire pour donner encore plus et faire encore plus et voilà, d'anticiper les choses aussi et surtout l'innovation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent en fait de faire les choses différemment, notamment dans le digital, et de se dire comment est-ce qu'on pourrait optimiser tout ça pour voilà, pour faire avancer notre industrie et surtout pour faire avancer l'industrie à Madagascar en fait de l'aviation et du tourisme. Voilà. Excellent, excellent. Pour finir, est-ce que tu aurais alors je sais que tu as vraiment envie d'encourager les jeunes filles et les femmes à s'orienter dans le domaine de l'aviation, en tout cas leur dire qu'il y a des possibilités, qu'il y a des il y a des belles perspectives et que le secteur à Madagascar a besoin justement de personnes voilà, motivées et compétentes pour faire évoluer les choses. Est-ce qu'il y a peut-être un mot de la fin peut-être que tu souhaiterais transmettre à ces personnes-là, mais aussi peut-être à tout le monde, à toute l'audience? Je pense que s'il y avait des choses à retenir, ce serait surtout que intéressez-vous à l'industrie de l'aviation. C'est un domaine qui est immense, qui est divers et varié. Quelles que soient les compétences, regardez quand même ce que ça peut offrir. Allez sur Internet, allez regarder un petit peu les news sur ce que c'est ailleurs, ce que font les gens, ou l'industrie du tourisme aussi, c'est tout aussi valable. Et aussi le fait que il y a toujours il n'est jamais en retard, en fait, il n'est jamais trop tard pour changer d'orientation. C'est pas parce que tu as fait 12 ans de finance que tu peux te dire, ah ouais, je connais rien. Mais si, tu peux apprendre. Tant que tu as la capacité d'apprentissage, et je pense que tout le monde l'a, tu peux faire les choses. Et c'est une industrie qui est tellement diversifiée que toutes les compétences peuvent s'y retrouver facilement, en fait. Et aujourd'hui, si j'ai devant un parterre de lycéens, on va dire, c'est de se dire, même si aujourd'hui ça semble flou dans la tête de se dire qu'est-ce que je vais faire dans l'aviation, ça me semble tellement technique. Moi, à la base, j'avais pas de rêve de travailler dans l'aviation. Je dirais pas que c'est un succès, mais je pense qu'il y a moyen, quoi. Tu peux plonger dedans et dedans tu vas découvrir qu'il y a plein de choses qui sont passionnantes qu'on peut découvrir et sur lesquelles on peut travailler. Mais ça, d'ailleurs, moi, ce que j'aimais dire, c'est justement, moi, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Tatam là, comme ça, en réel, et on sent vraiment la passion pour le domaine. Même moi, après là, je vais faire des petites recherches un peu. En tout cas, Tatam, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé avec justement passion toutes ces choses-là, surtout autour du domaine de l'aviation, du tourisme. Et écoute, moi, je souhaite que tu puisses réaliser tout ce que tu envisages tout ce que tu projettes de faire. Et voilà, all the best. Merci beaucoup, Axel, c'était un plaisir.